En manchette aujourd'hui, risque extrême de feux de forêt dans la région et Rouyn-Noranda demande une réduction de vitesse sur l'avenue Granada. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelle. La saison estivale n'est pas tout à fait commencée, mais la SOPFEU observe déjà des risques de feux de forêt élevés et même extrêmes par endroits sur le territoire témiscabitibien. L'organisation explique que le printemps est propice aux feux de forêt, étant donné qu'il y a un bon nombre de résidus organiques au sol laissés par Dame Nature à la fin de l'automne. La SOPFEU déconseille donc fortement de brûler des rebus sur son terrain, puisque c'est souvent l'élément déclencheur d'un feu de forêt à ce temps-ci de l'année. Il va falloir rester vigilant jusqu'à ce que la météo change, c'est-à-dire que on ait un peu plus d'humidité. Donc, il y a des probabilités en fin de semaine d'avoir un peu de pluie un peu partout à la grandeur du territoire. Ce qui est particulier de la saison printanière, c'est que les indices vont varier beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un indice qui est très bas à un indice qui devient élevé à très élevé en dedans d'une journée ou deux. Et la ville de Sainte-Terre met elle aussi en garde sa population au risque de feu sur son territoire, notamment en marge de l'ouverture de la pêche et de la présence en forêt ce week-end. Et la vie touche aussi plusieurs autres municipalités du nord de la région, comme Amos, Lassar et Macamic. Donc, aucun feu à ciel ouvert n'est autorisé et les autorités demandent de limiter les comportements à risque de déclencher des brasiers. Et sur un autre sujet, avec le décès récent de l'adolescent de 17 ans sur l'avenue Granada à Rouyn-Noranda, la Ville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de réduire la limite de vitesse et un meilleur éclairage sur cette route. La demande a été faite lundi au Conseil de Ville et l'administration municipale demande une étude pour déterminer les mesures nécessaires pour sécuriser le tronçon, qui est présentement à 70 km/h. Et pendant la durée de l'étude, une diminution de la limite de vitesse à 50 km/h sur l'entièreté de l'avenue Granada est aussi demandée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, pensez-vous que la vitesse devrait être réduite dans certains secteurs résidentiels? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la MRC d'Abitibi s'associe à Onibi pour promouvoir son territoire, une canette d'eau à l'image du secteur et qui invite les gens à consulter les attraits grâce à un code QR a été dévoilé. Selon la directrice générale du CLD d'Abitibi, cette initiative pourrait inciter certaines personnes à venir découvrir le territoire pour éventuellement s'y établir de manière permanente. Dans le fond, la démarche Défi RH a toujours voulu avoir une campagne d'attraction, aussi avoir une notoriété territoriale. Donc, on veut sortir de la région pour aller chercher des travailleurs. C'est un peu ça la démarche, essayer de se trouver une façon de faire connaître l'Abitibi-Témiscamingue, la MRC. Maintenant qu'on appelle avec notre campagne, là, le nom de notoriété, c'est Amos Arcana. Donc, faire connaître notre petit coin de territoire pour que les gens s'intéressent et peut-être venir s'installer ici. Et ensuite, le projet d'agrandissement de l'UQAT pourra enfin être concrétisé. Le conseil d'administration a donné le feu vert à la construction du nouveau pavillon de santé. Il comprendra une dizaine de bureaux cliniques, des salles de thérapie, ainsi que l'unité d'enseignement et de recherche à la santé. Le nouveau pavillon devrait être achevé pour la rentrée d'automne 2027, le bâtiment qui sera situé à côté du tout nouveau centre aquatique. Des moins bonnes nouvelles, par contre, du côté des cégeps qui devront faire face à de nouvelles compressions de 151 millions de dollars. Une situation critique pour le cégep ici en Abitibi-Témiscamingue. Olivier Morin nous fait l'état de la situation. 2,3 millions. C'est le montant que le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue devra se passer pour la prochaine année. Il s'agit donc d'une nouvelle tuile qui tombe sur la tête de l'établissement alors qu'elle est déjà aux prises avec des compressions. C'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Ça va nous amener à devoir faire des choix difficiles qui vont certainement avoir un impact là, sur la qualité de notre enseignement auprès de
nos étudiants au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Chaque cégep risque d'être touché là, a des compressions à faire entre 2 voire 4 millions. Là, c'est 5 de leur budget, dans le fond, qui est touché. Donc, à l'heure actuelle, c'est des choix extrêmement difficiles qui vont être faits dans des secteurs qui sont névralgiques et qui risquent de toucher malheureusement là, les services aux étudiants et étudiantes. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour connaître les choix que l'établissement devra faire pour arriver à atteindre la somme demandée. La liste là, des actions là, est en train d'être réfléchie. Elle devrait être choisie dans les prochains jours. Mais il n'en demeure pas moins que certains secteurs sont déjà potentiellement ciblés. Des professeurs, des enseignants qui sont permanents chez nous, on en a d'autres qui sont contractuels. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'on doit devoir faire des choix déchirants? Est-ce que c'est au niveau des ressources, au niveau du soutien de nos étudiants? On a des étudiants qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que d'autres. Donc, est-ce que c'est à ce niveau-là? De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, se défend et assure que les établissements ont une marge de manœuvre pour s'adapter et revoir leur façon de faire. Et que depuis 2018, leur subvention a augmenté de moitié. Les cégeps ont très peu de marge de manœuvre, là, voire pas de marge de manœuvre, parce qu'on est dans un contexte de hausse de la population étudiante, notamment le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, là, qui a une hausse de 2 de sa population étudiante. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue travaille avec les autres établissements dans le but de pouvoir faire des choix coordonnés en lien avec les compressions à venir. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours en éducation, près d'un enseignant sur 2 dans la région est victime de violences physiques, psychologiques ou encore verbales depuis le début de l'année scolaire. C'est ce que dévoile un sondage effectué par la Centrale des syndicats du Québec. Une statistique qui ne diffère pas beaucoup du sondage national qui, lui, mentionne que 52 des enseignants seraient victimes de violences. La forme de violence subie varie selon le niveau d'école. Ce qu'on se rend compte, c'est que la violence physique est davantage vécue au préscolaire et au primaire. Et plus les enfants sont en bas âge et plus ça arrive. Donc ça, c'est une donnée qui est quand même étonnante. Hein? On a l'impression que justement les plus petits, les enseignants qui sont là seraient à l'abri, mais non. Quand on arrive au secteur secondaire, on est davantage dans la violence qui serait d'ordre verbal, donc par exemple des insultes. Et quand on arrive même au secteur des adultes ou encore à la formation professionnelle, ça peut être surprenant ça aussi, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de violences psychologiques. Donc, on parle de manipulation, de menaces. Et là, ce sont des adultes qui fréquentent ces lieux-là. Un élément qui nous a quand même étonnés dans notre sondage, c'est le fait que lorsqu'un enseignant subit de la violence, il y a seulement 26 des cas où il y a quelqu'un qui va lui demander par la suite « Est-ce que ça va? Est-ce que tu es apte à poursuivre ta prestation de travail? » C'est vraiment très peu. Et les paramédics de la région affiliés à la CSN n'entendent plus rire face à Québec, puisque les ambulanciers syndiqués viennent tout juste de se doter d'un mandat de grève dans un contexte de négociation difficile où leur contrat de travail est échu depuis 2 ans. Félix Blaquière nous donne tous les détails. Le mandat de grève des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec peut être utilisé à n'importe quel moment. La mesure a été approuvée par 95 % des membres et fait suite à une proposition de Québec jugée décevante par le syndicat en février dernier. Ils nous ont fait une offre qui était très ridicule, qui nous faisait reculer dans notre pouvoir d'achat de 5 %. Ils nous ont offert 12,5 % sur 5 ans, quand ils ont donné 17,4 % au secteur public. Étant un service essentiel, leurs moyens de grève sont limités afin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de la population, mais la CSN affirme tout de même disposer de leviers concrets. Ces moyens de pression-là, c'est l'arrêt de la facturation, l'arrêt de ramener des escortes infirmières au point de domicile, d'arrêter de voyager dans les CH pour aller porter les patients à ces étages. Leurs moyens de pression s'ajoutent à ceux déjà exercés par les ambulanciers en région rattachés à la FTPQ, déjà en grève depuis quelques mois. Les paramédics de Val-d'Or et de Sainte-Terre, ceux qui travaillent pour ces 2 compagnies-là, sont présentement en grève. Nous, le mandat de grève a été voté à l'automne dernier. Il a commencé, en fait, le 11 décembre, on a commencé une série de moyens de pression. Les paramédics en région, affiliés à la FTPQ, continuent activement leurs mesures de grève jusqu'à une proposition satisfaisante de la partie patronale, alors que ceux rattachés à la CSN sauront à la fin du mois si les membres votent pour la grève dans l'ensemble de la province. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et le Conseil du Trésor québécois a d'ailleurs réagi au mandat de grève des paramédics de la région affiliés à la CSN. Le gouvernement réitère l'obligation des ambulanciers de maintenir les services essentiels en cas de grève et il ajoute que les syndicats des ambulanciers seront traités équitablement avec ce que 98 % des salariés des secteurs publics et parapublics ont accepté jusqu'à maintenant. Donc, le cadre établi dans la dernière ronde de négociation ne sera pas remis en question. La CAQ invite finalement les syndiqués à poursuivre les discussions à la table de négociation. Et au culturel, 3 femmes marquantes du monde de la musique au Québec se sont alliées dans le spectacle Elle. Ce sont bien Luce Dufault, Loulou Hughes et Kim Richardson qui sont de passage en région cette semaine. Avec un répertoire de jazz, soul, rhythm and blues, folk et rock, elles habiteront la scène avec panache, que ce soit en solo, en duo ou encore en trio. La représentation de ce soir au Théâtre du Cuivre est complète, mais il reste quand même des billets pour celle de Val-d'Or demain. Dame Nature est généreuse aujourd'hui. Ce sera majoritairement du soleil partout en région avec quelques nuages. Des températures estivales de 29 degrés Celsius quand même en Abitibi et de 26 au Témiscamingue. Mais pour ce soir et cette nuit, ça va se couvrir, minimum de 14 plus au nord. 30 % de probabilité d'averse ce soir, plus au sud, minimum à 12. Donc, c'est le moment de faire le plein de vitamine D. On aura encore de belles températures demain, mais pour les jours suivants, ce sera le retour de la pluie vendredi et samedi. Et en terminant, les plaidoiries se poursuivent pour la possible action collective contre Glencore et Québec. L'un de nos journalistes est justement au palais de justice de Rouyn-Noranda pour suivre le tout. Il nous fera un résumé complet ce soir. Donc voilà, c'est ce qui complète le bulletin. On se retrouve pour le TVA à 18h.